L'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward, présentement en tournée partout au Québec. Réservez vos billets au mikeward.ca. Moi, un truc que j'admire chez Mike, c'est qu'il est végétarien. Là où je l'admire, c'est que Mike est végétarien, même s'il aime la viande. Il a renoncé à quelque chose qu'il adorait par conviction. Ça, je trouve ça vraiment touchant. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'inviter pour mon épisode, mon amie Caroline Huard, ou mieux connue sous le nom de Looney. Looney, c'est elle cuisine des plats vegan dans un livre en librairie en ce moment. Elle travaille aussi à l'émission Moi je mange à Télé-Québec. C'est une fille qui fait des recettes vegan délicieuses. Alors, s'il y a des gens qui veulent devenir végétariens ou qui savent comment faire, ben, je vous encourage à suivre les recettes de Looney. Si, comme Mike, vous trouvez ça vraiment bizarre que on aime nos chats, mais on mange nos vaches, mais c'est pas super logique parce que les deux sont extrêmement cute. Peut-être que les ouvrages de Looney peuvent vous aider. Looney, en passant, suivez-la sur Instagram. Elle met des recettes tous les jours. Et elle a aussi un site. Googlez-la. Elle a plein de super bonnes recettes. Super heureux. C'est la première fois à mon podcast que je reçois quelqu'un avec du contenu. Yeah! Bienvenue! Quelqu'un qui a autre chose à dire que « Salut, mon père et ma mère n'ont pas été faits avec moi. Aujourd'hui, je compte des blagues devant des inconnus et j'ai des problèmes d'anxiété. » Yeah! Caroline Huard, oui. Salut! Salut Thomas! Après ça, on est amis dans la vie. Ouais, on se connaît depuis quelques années déjà. Ouais, on a passé beaucoup de temps ensemble. On s'est découvert grâce à Bob le chef. Oui, c'est vrai. Exactement. Yeah! À son podcast de bouffe. On va tout de suite commencer comme ça. Toi, dans la vie, t'es influenceuse vegan. Oui. Là, c'est pas le titre que j'utilise pour me décrire habituellement. Là. Comment tu te décris? Ben, je dis maintenant que je suis une créatrice. OK. Puis, tu sais, parce que c'est vrai sur plusieurs plateformes. Communicatrice aussi, mais je sais pas encore comme quoi écrire. Tu sais, si on me demandait d'écrire ma profession dans un formulaire du gouvernement, je le saurais pas encore. L'autre fois, j'ai écrit autrice, étant donné que j'ai écrit un livre. Parce que tu as écrit un livre? J'ai écrit un livre! Oh mon Dieu, il était là, qu'est-ce qu'il fait là? Prends-le. C'est plus bon comme ça. Tu parles d'une affaire. Yeah! Mais ouais, c'est ça. belle là-dessus. Ben, merci! Écoute, hein, c'est un cover de livre, on fait des efforts. Là. Ça sent très bien en plus, ben, félicitations. Merci. C'est pour ça que ça intéresse, c'est un livre vegan. C'est un livre de cuisine. Que vous pouvez manger. Ouais, pas le livre, mais on peut manger ce qui s'y trouve. Mais ouais, c'est ça. Donc, ouais, créatrice, j'utilise beaucoup le mot créatrice, mais oui, influenceur, influenceuse, un peu par ricochet. Mais tu sais, je pense que n'importe qui a un auditoire devient influenceur à sa façon, à travers ses choix et à travers ce qu'il va promouvoir. Mais oui, je suis un peu influenceuse, mais je me limite pas qu'à ça, je dirais. Là. OK, et dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais beaucoup de recettes vegan sur Instagram. Oui, ça a commencé sur Instagram, mais maintenant, c'est sur d'autres plateformes. Écoute, j'ai un site web depuis 2 semaines. Yeah! Site web! Yes! Écoute, ça m'a repris comme des années avant d'avoir ça. Lâche le mic. Approche le mic. Lâche-le. Lâche le mic. Okay. Yeah, bon, pas l'autre mic. Yeah, that's it. OK, parfait. J'ai l'habitude de le tenir. Donc, c'est ça m'a repris le micro. T'as l'habitude. Le micro. Le micro. Donc, c'est ça. Donc, ça fait des années que je crée, mais je connais pas le web. Donc, j'avais commencé juste à publier sur les plateformes que je maîtrisais bien, Instagram puis éventuellement Facebook. Mais c'est difficile de faire du référencement sur, tu sais, de quelqu'un. Quoi, du référencement? Ben, tu sais, disons, d'aller chercher une recette, tu sais, par un mot-clé, de faire une recherche, tout ça. Disons que j'ai fait une recette de chili au tempeh. Ben, tu pourrais pas aller dans Google, taper chili au tempeh, puis tu te tromperais pas nécessairement sur ma publication. Versus quand c'est hébergé sur un site web. Mais là, justement, j'ai quelqu'un qui a commencé à m'aider avec ça. Donc là, j'ai un site web. Attends, t'es rendu que t'as des gens qui travaillent pour toi? Oui, j'ai des gens qui travaillent avec moi, en fait. Je me suis entourée d'une équipe parce que... Pourquoi tu dis pas? C'est très reine. C'est comme Beyoncé. Pour. Un entourage, c'est ça qu'on dit? C'est mieux, ça. C'est ça. J'ai un entourage maintenant. Mais oui, c'est ça. J'ai le site web, mais aussi, tu sais, je crée aussi pour d'autres entreprises aussi. Puis là, maintenant, pour la télé, pour la radio aussi. C'est vrai, t'as la télé? Oui, à la télé depuis, dans le fond, septembre que c'est diffusé. L'émission Moi je mange à Télé-Québec, qui est un show de cuisine axé sur la cuisine durable. Donc, c'est tous les choix qui sont présentés, c'est axé sur
davantage l'environnement, puis des choix qui sont mieux adaptés à notre réalité. Donc, beaucoup de bouffe locale, de saison, des produits qui ont une moins grosse empreinte écologique. Donc, évidemment, comme beaucoup moins de viande. Beaucoup plus de la cuisine zéro gaspillage. On essaie de réduire le gaspillage le plus possible. T'sais. OK. Il faut que je te pose la question. Oui. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs? T'es une influenceuse. Oui. Le mot influenceur, c'est un gros mot. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, moi, pendant un moment, en fait, quand je voyais des influenceurs, pour moi, puis je pense que pour beaucoup de gens, les influenceurs, ce sont des mannequins. À la base, tu sais, qui avant les mannequins, ils étaient dans des magazines uniquement. Maintenant, ils ont leur plateforme sur le web. Donc, quand les gens pensent à un influenceur, ils pensent à un mannequin qui voyage. Tu sais, c'est beaucoup ça, qui a des vêtements, une sacoche, des produits de beauté, tout ça. Très sexuel. Beaucoup sexuel, beaucoup dans l'apparence aussi, puis tu sais, beaucoup, mais ça reste des mannequins, tu sais, puis qui, justement, vont voyager avec leurs photographes ou vont prendre leurs propres photos, mais ça reste des mannequins. Puis pour moi, en fait, des influenceurs, ça peut être aussi des gens dans n'importe quel domaine qui ont quelque chose à dire. Il y a des gens qui sont dans le domaine, il y a des psychologues qui peuvent être influenceurs qui vont partager du contenu qui est pertinent. Ça va juste être, dans le fond, quelqu'un qui va avoir du contenu. Tu sais, c'est pour ça qu'on utilise le terme créateur de contenu, puis qui, à travers ce contenu-là, va pouvoir influencer les gens à faire des choix. Donc des achats. Ils vont consommer des produits suite aux recommandations de l'influenceur, mais ils vont aussi faire des choix. Des fois, ils vont modifier leur façon de penser, aussi aller dans des courants sociaux et tout ça. T'sais, donc, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui crée du contenu qui va avoir une influence sur les gens. Puis maintenant, ça passe par les médias sociaux, mais ça a toujours existé. Tu sais, quand Madonna apportait un crucifix, elle était influenceuse. Les gens se mettaient... vieux. Les gens commençaient, eux aussi, à vouloir porter des crucifix pour Louis XIV, je veux dire, même à d'autres époques, c'était quand les nobles portaient certains vêtements ou quand les nobles avaient certaines coutumes, mais la population imitait. Ben oui, exactement. C'est pas nouveau. Non, c'est ça, mais moi, en fait, puis pendant un moment, ça me dérangeait le terme influenceur parce que je me disais, je veux pas être associée à ça, puis, tu sais, Je connais aucun influenceur qui est fier d'être influenceur, je suis ça curieux. C'est toujours un processus. Au début, tu veux pas, puis ensuite, tu réalises, ben non, c'est... Puis moi, je me souviens au printemps dernier, quand j'ai, tu sais, on va en parler, j'imagine, mais quand j'ai lâché ma job que j'avais depuis 15 ans, c'était à peu près une semaine après le scandale de P.O. Baudouin. Oui! Où est-ce que, tu sais, les influenceurs avaient vraiment, vraiment mauvaise presse. Puis là, je me suis dit, je suis en train d'abandonner une profession pour faire un nouveau métier, puis je voudrais pas que les gens pensent que c'est ça que je m'en vais faire. Tu sais, nous, les humoristes, on a vécu la même chose avec Gilbert Rozon. Oui, bien, c'est ça. C'est ça, exact. Bon, je voudrais pas comparer ce que Gilbert Rozon a fait avec ce que P.O. Baudouin a fait, là, parce que je pense qu'on est vraiment pas dans le même range, là. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais effectivement, puis j'étais pas à l'aise avec ce terme-là, mais en fait, je me suis dit, non, je vais me l'approprier, puis je suis contente qu'il y a d'autres créateurs aussi qui ont des pratiques que je trouve qui sont tout à fait nobles, utilisent aussi le terme influenceur pour montrer qu'il y a toute une diversité d'influenceurs. Il y en a qui vont être des mannequins qui voyagent, puis c'est parfait. Il y a des influenceurs qui vont produire du contenu axé sur la science, des influenceurs... le sport, la cuisine. Les influenceurs que je suis, c'est des pour mes influenceurs favoris, c'est des anciens prisonniers qui font du culturisme. Écoute, moi aussi. Hein? Pour vrai? Ah, c'est vrai? C'est pas vrai. Oh! Je savais même pas que c'est ça. Ça existe, c'est mes influenceurs favoris. Okay. C'est des gens qui, visiblement, ont des traumatismes qui vont jamais surmonter. Ils prennent des stéroïdes, puis ils se filment, ils crient dans une caméra, puis ils expliquent « Va pas dans le système carcéral américain, c'est très dangereux. » C'est mes influenceurs favoris. Pas de manière ironique, là. Je les adore pour vrai. Ben, j'imagine qu'au niveau humain, ça doit être intéressant. Il y en a même un qui fait de la cuisine. Il explique comment cuisiner en prison avec, mettons... son instrument favori, c'est des sacs Lay's vides. C'est avec ça que tu peux faire des poudres. Alors, tu prends plein d'ingrédients, tu le mélanges. Tu écrases tout ça. Tu peux faire de la pizza, faire des pâtes. Dans le fond, c'est quelqu'un de très créatif, là. Tu réussisses à faire de la cuisine en prison, c'est que tu es très débrouillard, là. Je peux imaginer que ça peut influencer quelqu'un qui habite dans une petite cuisine, par exemple, qui n'a pas beaucoup de matériel. Tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est un exemple. En fait, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement la vie rêvée qu'on pense que les influenceurs ont, mais c'est des gens comme... En fait, il y en a encore là toute une diversité, tu sais, puis c'est ce que je trouve intéressant. Puis même, tu vois, le terme vegan, pendant un moment, j'avais arrêté de l'utiliser parce que je me reconnaissais pas dans cette communauté-là. T'aimes pas chicaner le monde? Mais je me reconnaissais pas dans la communauté d'activistes qui étaient intransigeants. Tu sais, qui n'avaient pas du tout de marge, qui se permettaient pas du tout de marge de manœuvre, qui étaient très rigides dans leur position morale et éthique, puis qui jugeaient beaucoup toute la communauté qui se ralliait pas derrière eux, puis toute la culture de... Tu sais, en anglais, il y a un terme qu'on appelle le cancel culture, donc la culture de la cancellation, qui dit en fait que dès que quelqu'un fait un geste qu'on peut lui reprocher, il faut le bannir, il faut l'humilier,
il n'a pas le droit à l'erreur, puis on va pas écouter ce qu'il a à dire pour se défendre, puis on va tout de suite comme le mettre de côté. J'ai une hypothèse là-dessus. Ouais, c'est quoi? Que c'est très, très, très populaire dans les pays anglo-saxons qui ont un historique de peine de mort. Parce que la cancel culture, c'est une peine de mort. Oui. Et aux États-Unis, je crois que c'est extrêmement populaire parce que c'est dans leur culture. C'est très intéressant comme tu peux mettre observation. fin à la vie de quelqu'un, tandis que dans d'autres cultures, dans la culture, mettons, méditerranéenne ou au Québec, on ne croit pas à ça. On a une croit culture beaucoup de à la rédemption. réhabilitation. Oui, c'est ça, exactement. Mais On ne croit pas à ça. Tu as fait une erreur, alors Ouais. tu n'as plus le droit d'être dans la sphère publique. Mais je pense que c'est encore, même ici, c'est quand même très présent. Là, on va avoir tendance à vouloir beaucoup comme rendre des gens comme coupables de quelque chose sans avoir comme... En fait, on va rendre quelqu'un coupable, puis on va pas vouloir entendre ce qu'il a à dire dès qu'il a fait quelque chose qu'on considère qui est pas selon ce qu'on souhaiterait. Puis malheureusement, dans certaines cellules véganes, je dirais, il y a beaucoup cette culture-là qui est là. Donc, on va tout de suite bannir, par exemple, un blogueur qui a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de réintroduire des œufs dans son alimentation, bien, il va avoir une communauté très marginale de véganes qui peut s'élever là-dessus et inciter tout le monde à se désabonner parce que tout d'un coup, cette personne-là est plus alignée complètement sur les valeurs. Tu sais, pour moi, c'est ça, la cancel culture. J'avais aucune idée. Oui, ça existe, mais c'est très marginal. Mais Toi, est-ce que tu as déjà eu cette... des gens qui ont essayé de... En privé, j'ai déjà reçu des messages. Tu sais, par exemple, j'ai toujours dit assez ouvertement que 2-3 fois par année, je mangeais des œufs quand j'étais mal prise sur la route. Pas du porc, des œufs. Des œufs. C'est là vraiment parce que c'est le seul aliment qui me manque. Ça fait 8 ans que je suis végane. C'est le seul aliment qui me manque. J'ai vraiment des envies, des cravings de ça. Ça m'arrive de temps en temps. Et quand ça arrive, je vais me permettre d'en manger en étant consciente qu'il y a de la cruauté derrière tout ça. Simplement, puis c'est ce qui fait que pour moi, c'est durable. Ça fait 8 ans, puis j'ai jamais pensé revenir en arrière, justement parce que je me donne une certaine marge de manœuvre. Mais quand je l'ai dit ouvertement, j'ai reçu peut-être 50 messages de gens qui me disaient que ça les rassurait de savoir qu'on n'avait pas besoin d'être parfait si on décidait d'être végane. Puis j'ai reçu, mettons, 1 ou 2 messages de gens qui me disaient que j'étais hypocrite puis que ça n'avait pas de sens, tu sais. Puis moi, comment je réponds à ça, c'est beaucoup d'empathie. Écoute, ben je comprends, tu sais, puis si ça correspond pas à ce que toi tu recherches, mais je t'invite à te désabonner, tu sais, parce que j'ai pas à justifier comme ça, tu sais. Mais j'adore ta philosophie. C'est vrai que ça m'est souvent arrivé, moi je suis pas à ton niveau et je fais de quoi très différent, mais quand des gens me critiquent sur les blagues que je publie, je me dis toujours, ben, c'est tellement facile de m'éviter. Oui, ben oui, tout à fait. Tu peux simplement arrêter d'avoir accès à mes blagues que tu trouves impertinentes. Oui, mais ce que j'observe beaucoup, en fait, c'est... Tu sais, il y a un concept en psychologie qu'on appelle le triangle dramatique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Jamais. On peut chercher, même si les gens veulent aller sur Wikipédia, le triangle de Karpman. Karpmann. Karpman, c'est un psychologue ou un psychiatre, je me souviens plus, dans les années 60, un Américain. Puis lui, il avait établi cette théorie-là selon laquelle les relations humaines sont tellement complexes que pour mieux les naviguer, on a tendance à aller jouer des rôles, en fait, un des 3 rôles du triangle, qui est soit le persécuteur ou le bourreau, la victime ou le sauveur. Okay? Il y en a 2 là-dedans que j'aime tellement. Ouais. En fait, puis tout le monde, on joue les 3 rôles. Puis en général, dans une dynamique à 2, on va se promener dans ces rôles-là. Puis le persécuteur, ça n'a pas besoin d'être une personne, ça peut être quelque chose comme la société ou le travail ou l'alcool, tu sais. Puis chez les véganes, il y a beaucoup ça. Les victimes, c'est les animaux. Puis là, on a des véganes qui vont se positionner en sauveurs face aux persécuteurs qui sont les mangeurs de viande, les industries, etc. Wow. Puis quand tu es dans le rôle de sauveur, c'est un super beau rôle. C'est un rôle qui nourrit beaucoup ton ego. En fait, c'est très narcissique. Tu sais, il y a des gros enjeux narcissiques derrière tout ça. Tu te sens vraiment comme puissant, tu te sens vraiment toutes utile. mes relations amoureuses, à part celles que j'ai en ce moment, là, toutes mes relations amoureuses, j'ai commencé par « je vais sauver cette dame ». Ah, c'est vrai? Toujours! Je vais sauver cette dame. Puis comment ça évoluait, finalement? Comment ça évoluait? Ouais. Ben, c'était toxique. Fait que le sexe était très, très bon, mais ça finissait très mal. Oui. Ben, parce que ces dynamiques-là, justement, sont... Puis je me demande aussi, c'est à toi de me sauver. Puis les filles, ben non, j'embarque pas là-dedans. C'est ça. Puis je les attirais vers... Quand les rôles sont tournés, puis quand tu regardes un fil de conversation de médias sociaux, quand il y a moindrement un désaccord, et que tu te mets à analyser ça du point de vue du triangle dramatique, c'est absolument fascinant. Tu vois exactement qui joue quel rôle. Tu vas le voir. Tu sais, mettons que tu as fait une blague
où est-ce que tu te moques des gens qui ont les cheveux roux, par exemple. Ben là, les gens qui ont les cheveux roux deviennent tes victimes, toi, t'es le persécuteur. Ben là, il y a toute une gang de gens qui vont se mettre à la défense des roux, qui vont dire « Voyons donc, ça se fait pas faire ça. » Puis en faisant ça, ils vont tu sais, ça veut pas dire que c'est toujours comme pas correct de prendre la défense. Puis il y a des situations où quelqu'un qui est réellement vulnérable, on a un devoir moral de l'aider puis de le soutenir, tu sais. Mais dans des situations comme ça devient vraiment fascinant. Puis de voir après ça que quelqu'un, disons, qui t'aurait fait un commentaire vraiment méchant parce que tu as été méchant avec les roux, toi, tu deviens la victime, lui, il devient le persécuteur. Puis là, il y a d'autres gens qui vont se mettre à ta rescousse, tu sais. Mais c'est un truc aussi pour faire le meilleur truc pour faire souffrir un groupe ou quelqu'un, c'est de se mettre dans la position de sauveur. Tu fais souffrir quelqu'un en disant « mais je sauve quelqu'un d'autre ». Tu fais souffrir. Mais là, tous les génocides, ça fonctionne comme tous les génocides sont faits dans le but de sauver un autre groupe. Oui, tout si on prend le génocide qu'on connaît tous, la Shoah, c'était malheureusement le peuple juif, selon la philosophie nazie, fait souffrir l'Allemagne, alors on doit se débarrasser d'eux. Ils n'étaient pas persécuteurs dans leur tête, ils étaient sauveurs, ils se sauvaient eux-mêmes. C'est ça le truc pour faire faire mal à un groupe. Oui, bien c'est exactement ça. C'est des dynamiques qu'on voit un peu partout. Puis chez les véganes, je le voyais beaucoup. En passant, c'est tout, tes apparitions, juste de mentionner à tout le monde, toutes tes apparitions, on parle toujours du nazisme et de la Shoah. C'est quelque chose qui revient souvent. Toutes les apparitions. Ah oui, oui, d'ailleurs, il y a un préface sur le sujet dans mon livre. C'est quelque chose je te sors de ta zone de confort. Oui, exactement. mais c'est ça, dans le véganisme, je le voyais beaucoup, ce phénomène-là, puis je me reconnaissais pas là-dedans. Puis c'est aussi que quand tu restes dans le rôle un peu de sauveur, là, tu dis, moi, je vais sauver les animaux face à la méchante industrie puis aux méchants mangeurs. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Non, ce qui n'est pas faux, puis c'est correct de le vivre puis de l'expérimenter, mais tu te brûles. C'est pas durable de rester là-dedans. Et comment tu peux survivre à ça, entre autres comme végane, ou je pense n'importe quelle personne qui se met dans un rôle de justicier social, c'est que tu dois d'abord, avant tout, reconnaître ton privilège, tu sais. Donc moi, je suis capable de reconnaître que je suis pas un cochon qui vit dans une porcherie. J'ai des droits, j'ai des libertés, mais c'est vrai, OK? J'ai jamais pensé à ça. Mais c'est vrai, puis si tu veux... Moi, j'ai checké sur mon privilège de blanc, mon privilège d'homme, mon privilège d'hétéro. Jamais mon privilège... une truie. Jamais j'ai reconnu mon privilège de ne pas être une truie. Mais c'est vrai. Puis déjà, quand tu reconnais ton privilège, ce qui arrive, c'est que ton système nerveux se met en état de calme. Tu n'es plus menacé. C'est carrément ça. Tu sais, c'est une façon d'exprimer de la gratitude ou de te mettre en état de gratitude, de reconnaître ton privilège. Tu comprends? C'est fascinant que tu dises ça parce que moi, j'ai toujours été très, très, très réticent à cette manière de penser-là. À la gratitude ou non, pas la gratitude. À reconnaître le privilège? Ouais, j'ai toujours dans ma tête. Moi, dans la vie, comme je ne remets pas en question. J'ai une opinion, puis ensuite, je crée des arguments pour me faire sentir bien par rapport à ça. Et je m'étais toujours dit que c'était une manière un peu idiote de voir les choses. Check ton privilège. J'avais jamais réalisé ça, que ça pouvait faire beaucoup, beaucoup de bien. Oui, physiologiquement, en fait, au niveau neurologique, ce qui se passe là, quand tu reconnais ton privilège, c'est que ton système nerveux s'apaise, puis tu n'es plus en mode défense, combat ou fuite, tu es en mode plus neutre. Fait que là, tu es capable de penser plus clairement puis d'agir plus clairement, pas juste sous l'effet du stress puis de l'impulsion. Je suis bouleversé. J'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment important. Puis tous les activistes, peu importe dans quel milieu, ou tous les gens qui ont naturellement des tempéraments de sauveur ou de thérapeute, tu sais, puis t'as pas besoin d'avoir un diplôme pour agir en thérapeute dans ta vie. Là. Tu l'as dit, même toi, tu étais comme ça au début dans tes relations. Ouais, ou des fois, on voit des choses assez grossières et faciles. Ouais. En ce moment, tu es fatigué. Voici comment tu peux changer ça. Ou en ce moment, tu es dans une mauvaise relation amoureuse. Voici comment tu peux changer ça. Oui, mais tant que tu n'es pas capable de faire ça, justement, de reconnaître ton privilège, mais tu ne pourras pas agir correctement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Tu reconnais, OK, ben moi, ça va bien, là. OK, j'ai de la liberté, je suis en bonne santé. OK, qu'est-ce que je peux faire de concret qui va vraiment faire une différence? OK, ben oui, je pourrais participer à une manifestation. OK, je pourrais partager de l'information, tout ça, mais en restant toujours dans une espèce de neutralité parce que sinon, les émotions prennent le dessus. Puis c'est là que c'est dur de construire des choses, des arguments convaincants sous le coup de l'émotion, tu sais. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est pas durable. C'est sûr que tu vas te brûler si tu fais ça, tu sais. Donc, bref, c'était beaucoup quelque chose que je voyais dans la communauté végane. Fait que pendant un temps, j'avais arrêté d'utiliser ce terme-là. Je me définissais comme végétalienne. Puis j'étais comme, oh non, je suis pas végane. Tout ça, mais alors que je l'étais, là, parce que c'est une conviction morale qui n'est jamais partie. Puis un jour, je me suis dit, non, regarde, je veux me le réapproprier, ce terme-là. Puis en me le réappropriant,
ben je vais pouvoir montrer aussi qu'il y a toute une diversité de véganes. Il y a des gens aussi qui sont pas parfaits non plus puis qui peuvent quand même adhérer à ce choix-là éthique, tu sais. Pour les influenceurs, c'est la même chose. Je m'étais dit, ah non, je veux pas être associée à ça. Puis après ça, je me suis dit, non, je vais me l'approprier, ce terme-là, parce que je trouve que c'est important de voir toute la diversité, tu sais. Wow! C'est vrai que c'est diversité. Mettons, moi, les deux vegans dont je suis plus proche, c'est toi et Mike Ward. Ouais. Et toi et Mike Ward, c'est deux pôles. Oui, hein? Je pense que si tu penses à un continuum de vegans, je pense qu'on est assez... Tu sais, Vous êtes extrêmement différents. On est extrêmement différents, mais ça reste qu'on partage la même conviction éthique. Puis lui, il adore la viande. Oui. Il est un vegan, à mon avis, très particulier, dans le sens que c'est vraiment un sacrifice. Il adore la viande. Lui, depuis que le Beyond Meat, il est extrêmement heureux. Oui. Puis il le fait pas pour sa santé, tu sais, il va... Pas grand-chose, il n'y a pas de grande décision comme Mike fait pour sa santé. J'adore Mike, mais c'est rare que je fais « Hey, wow, Mike, ça c'est bon pour ta santé, je vais faire la même chose. » Oui, mais c'est quelqu'un qui est droit, tu sais, qui va rester justement comme... C'est la meilleure manière de décrire. Il est extrêmement droit, cet homme. Il va rester aligné sur ses valeurs, mais c'est exactement ça. Puis aussi, souvent, le cliché un peu du vegan, tu sais, c'est la petite fille, la petite femme de 21 ans, mince, athlétique, qui fait du yoga puis qui boit des jus verts. Tu sais, on s'imagine que c'est ça, là. Mais non, elle existe, mais c'est pas juste ça. Mais c'est toute une diversité. Puis encore là, les influenceurs, c'est toute une diversité. Mais moi, c'est quelque chose que en fait, je me suis longtemps sentie imposteur dans disons, dans le milieu de l'influence ou du marketing d'influence parce que je me reconnaissais pas dans toutes ces filles-là qui ont toujours des garde-robes à la fine pointe de la mode, qui ont un maquillage qui est impeccable, qui connaissent toutes les tendances, qui sont comme toujours parfaitement bronzés, les sourcils parfaitement... L'âge aussi, l'influence, c'est ça, des filles de 22... Oui, c'est ça, des filles de 21 ans. Je me reconnaissais pas là-dedans. Fait que je me sentais imposteur, puis je me sentais imposteur aussi dans le domaine de la cuisine parce que je suis pas chef puis que j'ai jamais fait d'école de cuisine. C'est très bon ce que tu prépares. Ça, merci, c'est gentil. Ce que tu cuisines est succulent. Merci. Mais ça, je me sentais imposteur dans tout ça, puis je me suis dit encore là, ben c'est correct aussi peut-être que tu sois pas exactement là-dedans. Puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça, on se reconnaît rarement complètement dans un groupe. Drôle, l'humoriste Mathieu Dufault m'a déjà dit ça à son spectacle. Il m'avait dit, moi, je veux pas être humoriste parce que ça a tellement l'air compliqué être humoriste. Il faut... vous avez tellement de codes dans lesquels j'embarque pas. Moi, je dis que je suis juste un gars funny. Puis, curieusement, il nous mange tous, celui qui vend le plus de billets. Ben, c'est parce qu'il y a des leçons à prendre de lui. Oui, mais c'est parce que j'ai souvent eu ces discussions-là avec Mathieu, justement, qui est un ami. Oui, c'est mon ami. Puis on a eu ces discussions-là par rapport à nos parcours aussi, puis par rapport à quel point, quand on sent qu'on est vraiment en train de faire ce dans quoi on illumine le plus, ben la place va se faire autour de nous. T'sais, quand tu es vraiment en train de faire les choses que tu aimes le plus, dans lesquelles tu es le meilleur, ben il va y avoir une place pour toi, à quelque part, avec ça. Tu as raison. Puis tu risques d'être beaucoup plus, je dirais, lumineux ou puissant dans ce rôle-là, que si tu dis « Ah non, je vais essayer de me conformer dans cette boîte-là, parce que je pense que c'est dans cette boîte-là qu'il faudrait que je fitte. » C'est un peu grossier ce que je vais te dire, mais mettons, tu fais de la télé, puis c'est littéralement une boîte, la télévision. C'est ce que c'est. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de fitter là-dedans ou non? Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, puis moi, j'ai fait de la radio avant de faire de la télé. Je fais de la radio à Radio-Canada. La vraie radio, pas moi à Cube cet été. La vraie radio, correct. Mais j'étais allée à Cube faire pour la promo de mon livre. Yeah! J'étais allée, j'étais allée en entrevue avec Geneviève Peterson. Ça a super bien été, c'était le fun. Elle est fine, hein? Super fine. Moi, je suis parti quand Richard Martineau est rentré. J'ai fait, c'est quoi? Quand Richard Martineau revient, moi, par ça, une fois, je vais faire une parenthèse, une fois, il faisait une vidéo sur les transsexuels. Et j'étais en arrière, en attendant de faire ma chronique. Puis là, il parle des trans, puis les trans, excuse-moi, moi, je suis une moto, hein? Moi, je suis une moto, c'est ça. Puis tu fais, de quoi il parle? Moi, je suis en arrière, puis j'attends. Puis je regarde ma montre. C'est super. J'ai des amis qui m'écrivent en disant, hey, cool, t'es avec Richard. Tellement malaisant. Moi, c'est très dur, me rendre malaisant. Mais toi, je sais que toi, t'es malaisé dans des situations où la plupart des gens ne le seraient pas, puis le contraire aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Mettons, aller au bowling, puis commander les mauvais souliers, je suis très, très, très malaisé. Ouais. Mais Adib m'a dit ça dernièrement, j'ai déjà demandé à la sœur d'Adib, il y avait un silence, et dans un party de famille, j'ai dit, décris-moi ton accouchement. Puis j'ai pas compris que c'est pas la chose à faire. La chose curieuse, elle me l'a décrit. Ben oui. Ça s'est très bien passé. Oui.
bon, tu vois, ça dépend. Mais oui, on parlait de radio, ça. J'ai commencé avec la radio avant la télé. Puis dans la radio, déjà, tu as la pression, tu sais, de bien t'exprimer. Il faut que tu sois bien préparé. Il faut que tu maîtrises bien ton contenu. Fait que ça, j'ai appris en radio que mieux j'étais préparée, mieux j'avais fait mes devoirs avant, plus j'allais avoir du fun pendant l'enregistrement. Tu sais, parce que moi, je veux pas arriver stressée sur un plateau parce que je vais mâcher mes mots, ça sera pas le fun. Fait que, mais si j'ai vraiment bien préparé ma chronique, je maîtrise bien mon contenu, je sais qu'on pourrait me relancer sur le sujet, puis je vais avoir du fun, puis je vais pouvoir comme être relax, puis c'est là que ça se passe bien. Fait que ça, je l'ai compris pour la télé aussi, que c'était comme ça que ça se passait. Fait que cet aspect-là, ça me stressait pas. Là, après ça, c'est toute l'histoire de l'image, tu sais. Après ça, tu peux pas porter des vêtements comme ça parce que pour la caméra, ça fonctionne pas. Faut pas que ça jure avec la couleur des armoires en arrière. Fait que ça marchera pas. Oh. Puis c'est vrai, puis c'est normal, puis c'est pas des caprices de diffuseur. C'est vraiment juste visuellement, ça sera pas plaisant. Faut que tu sois coiffé, faut que tu sois maquillé, mais on a la chance d'avoir une équipe qui fait ça pour nous, ce qui est absolument merveilleux, là. Mais moi, ça me stressait beaucoup parce que j'ai jamais comme accordé beaucoup d'importance à mes vêtements, par exemple. C'était très sobre. Puis là, on me disait, non, il faut que ça soit coloré, il faut que ça donne tel genre. Donc ça a été comme je dirais, un des plus gros challenges pour moi. C'était comme, OK, mais qu'est-ce que je vais porter à la télé? Juste des choses comme ça, plus que qu'est-ce que je vais dire. Puis après ça, c'est fascinant, ça. Ouais. Puis après ça, puis j'en ai parlé. Il y a un journaliste, une fois, qui avait dit ça, c'est un journaliste sportif, il a écrit beaucoup de grandes histoires dans le magazine qui s'appelle Sport Illustrated, très touchante. Il avait dit, quand j'écris, je reçois des messages qui me disent, ta chronique m'a fait appeler mon père, ça faisait 5 ans que je n'avais pas parlé. Wow. Quand je fais la télé, on m'écrit pour me dire, ta cravate est laide. C'est ça la différence fondamentale. Hein? Oui, mais oui, tout à fait, parce que c'est facile, en fait. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi les gens se permettent des commentaires comme ça, c'est qu'on a été habitué avec la télé, qui est un média plus traditionnel, à une certaine conformité, à une boîte, comme tu le dis. Les femmes sont supposées avoir l'air de ça, les hommes sont supposés avoir l'air de ça, ta silhouette est supposée avoir l'air de ça, ton maquillage est supposé avoir l'air de ça, tu sais. Oui, quand je pense télé, je vois le gars, je vois la fille. Il y a une fille de télé, il y a un gars de télé. Oui, puis tu sais, des fois, on va voir les gens, on va dire, toi, tu serais bonne en télé, tu serais bon en télé, souvent basé sur comme un peu ce que la personne dégage, tout ça, mais des fois, l'apparence aussi. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a créé beaucoup de stress parce que je savais pas comment gérer ça. Puis dans mes médias sociaux, l'image, je la contrôle à 100%. C'est carrément moi qui prends les photos. Je choisis l'angle, je choisis la lumière. Tu choisis vraiment tout. Là. Puis si tu décides, oh non, c'est pas mon bon profil, tu te mets pas là. Puis si tu peux le supprimer. Tu peux pas supprimer un épisode que tu n'aimes pas. Non, exactement. Puis il y a des journées où tu te sens comme pas à ton meilleur, mais tu vas tourner quand même. Mais ça a été vraiment un processus pour moi. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment, de m'exposer à ça. Puis ça a été un processus vraiment similaire au fait que, quand tu entends ta voix la première fois, tu te dis, je peux pas croire que j'ai cette voix-là. Mais ça a été la même chose, mais par rapport à mon image aussi. Puis maintenant, je suis rendue comme exposée, puis c'est rendu quelque chose qui m'a apporté beaucoup de liberté aussi dans le reste, tu sais. Parce qu'une fois que tu l'as entendu, ta voix, tu n'es plus gênée. Puis tu dis, OK, mais c'est ça. Tu l'as accepté, puis on passe à d'autres choses. Mais là, maintenant, c'est vraiment de me concentrer sur comme plus le contenu, tu sais, à la télé. Puis je trouve ça a été un super beau processus, puis je suis contente de l'avoir fait. Puis, tu sais, j'ai la chance de travailler sur un show de télé qui est super progressiste aussi, là. Tu sais, les valeurs sont vraiment, vraiment modernes. On est vraiment dans la durabilité. On est allé chercher, tu sais, sont allés chercher des personnalités plus, je dirais, moins connu des médias traditionnels, mais qui avait un message, qui avait vraiment du contenu. Fait qu'on a vraiment... Avec Stéphane Bellavance, qui est sans doute le meilleur animateur au Québec. Il est tellement bon, puis il est tellement chaleureux, puis tu sais, c'est un super bon mentor. Tu sais, justement, j'ai jamais senti du jugement si je faisais des erreurs. Et non, regarde... Il te coach un peu. Oui, exactement, complètement, mais jamais comme, tu sais, vraiment... Paternaliste. Jamais. Super toujours bienveillant. Délicat, bien dit. Oui, puis l'équipe aussi, tu sais, tout le monde sur l'équipe, la production, le réalisateur, tout le monde est vraiment, vraiment exceptionnel. Mon ami Patrice Ouimet. Oui, Patrice Ouimet. Qui joue au hockey. Je jouais jadis au hockey. Oui, c'est vrai. Oui, qui est absolument... Un des gars les plus drôles au monde. Oui, il est vraiment. Fait qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est une super belle équipe. Puis ils nous font vraiment sentir que même si on n'est pas des pros de télé, étant donné qu'on a un message à passer, bien, on a notre pertinence, on a raison d'être là. Fait que ça, pour moi, je ne pourrais pas demander mieux. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Mais j'en connais des gens qui travaillent en télé puis qui m'ont souvent partagé leur expérience de recevoir des commentaires justement sur leur look. Tu ne devrais pas porter cette chemise-là, tu ne devrais pas porter cette robe-là, tu ne devrais pas faire ci, ta coupe de cheveux. Moi, j'ai des amis humoristes, mes amis humoristes femmes. Ouais.
pour arrêter ça, les plus débiles, ils le publient sur leur compte. Ouais. Pour envoyer le message de « Vous êtes débile avec moi, Ouais. je vous humilie. » Moi, c'est pas vrai que chez moi, tranquille, je vais recevoir un message en me disant « Tes dents sont croches. » Non. Je vivrai pas ça. C'est très violent, là, comme, tu sais, puis les gens... C'est une surprise. Oui, puis je sais pas encore, là, je pense que les gens s'en permettent parce qu'ils ont justement, ils ont été habitués à quelque chose de très, très, très standardisé. Puis là, de la diversité, on en voit vraiment plus, de la diversité culturelle aussi, tu sais, des amis qui sont issus de minorités, là, tu sais, comme Adib, par exemple, il doit recevoir des commentaires sur ses origines, tu sais. Puis... pour moi, ça a tellement plus sa place, ça. Mais quand tu penses à un média traditionnel, c'est consommé par des gens qui sont plus vieux aussi. Tu sais, la moyenne d'âge des gens qui regardent la télé, c'est plus âgé, dépendamment des démographiques, là, des émissions. Mais c'est pas du tout la même approche, tu sais. Puis quelqu'un qui ne consomme que de la télé, imagine comment son œil est fait, comment son œil s'est habitué versus quelqu'un qui ne consomme que des médias sociaux, qui a ajusté. Tu sais, toi, par exemple, si dans tes médias sociaux, tu suis plein d'ex-prisonniers, tu dois penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait de la prison dans la vie, tu sais. Mais en vrai... Ça me ferait qu'on vit tous dans des petites bulles idéologiques. Et moi, ma bulle, c'est les gens de Bordeaux. Ouais, mais oui, c'est ça. Toi, tu te dis comme, à chaque fois que tu croises quelqu'un dans un café, toi, c'est pourquoi t'es en... Ton chiffre, c'est combien de temps? Oui, c'est ça. On dit faire son chiffre, il semblerait. Ah, c'est vrai? On dit faire... Ben, ça donne une chanson de... Je sais plus quel MC québécois. Faire son shift. Bref. C'est intéressant, mais tu vois, comme moi, dans mes médias sociaux, il n'y a à peu près pas de viande, à part quelques... Il n'y a pas de détenus, ben pas à ma connaissance. Une fois, un ami gay m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Quand j'entends des gens se plaindre, sur Instagram, il y a juste des pitounes. Ouais. Et mon ami gay a fait « Ah ouais, moi sur mon Instagram, il y a juste des gants de chest. » Ouais, ben oui. Lui, il était pas au courant, parce que c'est pas s'il va pas vers ça. Ben moi, comme je vois, il y a à peu près pas de viande dans mes médias sociaux, parce que je suis pas des comptes, à part comme Ricardo puis Bob le Chef, c'est à peu près les deux seuls que je suis qui ont de la viande. Puis tu sais, fait que je m'y expose un peu. Mais si je feuillette un magazine traditionnel, puis qu'il y a un rôti de porc, je vais dire, hey, mon Dieu, leur tempeh, il a vraiment de l'air de du porc. Mon premier réflexe, c'est ça. Je suis vraiment rendue là. Puis quand je regarde un magazine traditionnel puis que je vois des filles qui ont toutes la même shape, je me dis, ben voyons donc, ces filles-là, ils ont donc bien pas de diversité, tu sais, puis ça me choque parce que dans mes médias sociaux, c'est plus ça que je vois non plus. Tu sais, fait que je pense que les médias sociaux ont cette force-là aussi. Internet. T'sais. Ben, Internet, oui, exactement. J'ai toujours eu l'hypothèèse que une des choses qui a fait éclater les standards de beauté, c'est avec la pornographie. Oui. Parce que la pornographie... Il y a de la diversité. Tout à fait. Ouais. Plus que dans les magazines, plus que dans les mannequins. Puis il y a de la diversité parce que... Puis dans le fond, est-ce que ça se peut que ça reflète vraiment ce que les gens aiment réellement versus ce qu'ils pensent qu'ils devraient aimer? Okay. C'est quelque chose d'intime, tu sais. Ce que je vais dire, c'est un tweet. Fait que ça vaut ce que ça vaut. J'ai lu un tweet qui disait qu'avec la diminution de l'importance et surtout de l'influence de la radio vis-à-vis maintenant Spotify, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de musique du monde et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens d'ethnies différentes qui sont populaires. Parce que sur Spotify, on va plus... Avant, la radio, c'est un peu la radio qui décidait ce qui jouait. Là, maintenant, c'est les gens qui vont décider ce qu'ils écoutent. C'est intéressant. Alors, il y a beaucoup plus de musique du monde, beaucoup plus de musique latine. Surtout aux États-Unis, surprise du monde qui parle espagnol, il y en a un puis un autre. Fait que c'est beaucoup moins formaté, en fait. Beaucoup moins. Fait que même chose, j'imagine, pour la pornographie aussi, c'est que c'est pas formaté parce qu'encore là, c'est ce que les gens peut-être veulent aussi. Parce que les clics. C'est super intéressant comme parallèle. On peut en apprendre beaucoup sur la société, j'imagine, à travers la pornographie. Ah, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que la pornographie précède la société. Est-ce que c'est étudié, tu penses? Convaincu. Déjà fait, ouais? J'ai participé à un podcast de je pensais à une étude. Non, de pornographie. Okay. Avant moi, l'invité, c'était un gars qui a un doctorat en études de pornographie et films d'horreur, ce qui me fait beaucoup rire. Parce qu'il dit non, c'est pas juste la porn, c'est les films d'horreur. Et il me fait penser à un gars qui achète des condoms, mais en même temps, il achète des concombres, puis un magazine juste pour montrer qu'il n'y a pas juste de quoi de sexuel. Oui, c'est ça. Il semblerait que c'est un des premiers films que Thomas Edison a filmé, c'est un bec. Il y a une vieille blague qui dit qu'il y a une nouvelle technologie, on la sexualise. Ouais. Un des premiers films de Thomas, parce que Thomas Edison avait une caméra, puis c'est un des premiers à filmer des trucs, après les Frères Lumière, c'était des couples qui s'embrassaient. Ah ouais! Ah, mais tu vois, il a essayé d'immortaliser tout ça. Ouais. Il est cochon. Thomas Edison est cochon. T'es un riche. Tous les riches sont cochons. C'est comme ça.
Comment ça a commencé? Comment tu t'es dit, moi, je vais cuisiner et le mettre sur Instagram? Ça a commencé, en fait, il y a 8 ans, quand je suis devenue végane. Ça fait 8 ans? Oui, en 2011, oui. Puis en 2011, c'était pas si mainstream que maintenant. Il fallait aller dans les magasins, les boutiques spécialisées pour acheter différents types de tofu. Il y avait vraiment juste, disons, du lait de soya. Il commençait à avoir du lait d'amande. Je trouvais quand même pas mal de produits à l'épicerie, mais vraiment moins que maintenant. Fallait vivre en ville. Oui, ben, je me souviens, la première année que j'étais végane, j'étais allée aux Îles-de-la-Madeleine, puis j'avais appelé avant à l'épicerie, à la coop, pour savoir s'il y avait du lait de soya ou s'il fallait que j'en apporte. T'es real! Félicitations! Ouais. Puis il m'avait dit, t'es allé voir, on va aller checker ça. Puis il était allé, puis il avait dit, c'est écrit ici lait de soya, puis c'est écrit ici tofu ferme. C'est-tu bon? Je vais parfait, je vais être correct pour mon séjour. Wow. Mais c'était, tu sais, puis c'était, en même temps, je pense que c'était normal, là, que c'était quand même bien établi. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Puis je voulais, en fait, j'aimais pas tant cuisiner avant. Mais là, je me suis dit, si je veux bien manger, puis ça n'existe pas tant des produits déjà transformés ou des plats tout prêts vegan, ben j'ai pas le choix de cuisiner. Donc, j'ai appris à cuisiner comme ça. Et moi, je suis pas quelqu'un qui maîtrise facilement des techniques. Je suis pas quelqu'un qui va apprendre beaucoup. Tu sais, par exemple, monter un meuble Ikea, pour moi, c'est extrêmement complexe. Suivre des consignes vraiment comme claires. Tu sais. Réussir un geste d'agilité, c'est très complexe. Ça me prend beaucoup de pratique avant de réussir. Donc, maîtriser des techniques de cuisine, ça me viendrait pas facilement. Donc, je me suis dit, je vais apprendre par moi-même, en faisant des erreurs. Tu sais. Qu'est-ce qui arrive, tu sais, que tu rajoutes le sel maintenant versus après, puis d'observer. Tu sais. C'est brillant comme processus. Bien, c'est un processus créatif, en fait. Puis, qui correspond à plein de gens. Oui, beaucoup de gens vont apprendre de cette façon-là. Tu sais, moi, je visualise clairement. Tu sais, mettons, quand tu es enfant, là, un projet d'école, là, tu sais, si on te dit qu'il faut que tu fasses un exposé oral sur le Harfang des neiges, là, il y a des gens qui sont tellement structurés qu'ils vont savoir déjà que la première étape, c'est d'aller à la bibliothèque ou sur Wikipédia. À l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, mais d'aller faire une recherche, puis les étapes, après ça va être ça, puis éventuellement, ils vont faire une affiche, puis tout ça. Mais moi, j'étais en train de m'imaginer déjà comment je pourrais faire un Harfang des neiges réel avec un vieil oreiller vidé de plumes, tu sais. J'étais déjà là dans ma tête, fait que je savais que je voulais que ça ait l'air de ça, mais je savais pas comment me rendre, fait que je faisais, tu sais, j'y allais à tâtons. Alors, tu as toujours été extrêmement créative. Toujours été très créative, vraiment, puis j'étais dans un programme artistique au secondaire, des arts visuels. Et là, je m'épanouissais vraiment là-dedans. Tu sais, c'était à tous les jours que j'avais comme 2-3 heures par jour d'art. Là, donc, tu sais, c'était vraiment une école spécialisée. Puis, OK, c'est pas nouveau, l'art, pour toi? Non. Ben, ça a toujours été présent depuis le secondaire, je dirais. J'en ai toujours fait beaucoup, puis j'ai toujours aimé ça créer. Puis comme je n'étais pas habile naturellement à maîtriser des choses comme... Tu sais, par exemple, couper un cercle précis, là, encore là, je pense pas que je serais capable de le faire. J'ai pas comme cette précision-là, mais j'ai toujours été intuitive, créative. Donc, c'est vraiment l'approche que j'ai amenée en cuisine aussi. Dans un film des frères Coen, une fois, il y a un homme qui veut aider le personnage de Scarlett Johansson à rentrer dans une école de pianiste, parce qu'elle fait juste du piano. Puis elle fait une audition. Mm-hmm. Et à la fin, l'homme de l'école, il dit je peux pas l'accepter. Il dit, c'est pas une pianiste, c'est une secrétaire. Elle fait juste jouer ce qu'il y a devant elle. Elle n'a rien artistique. Oui, je comprends. Et tout, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Très artistique, mais si on te demande d'exécuter quelque chose... Non, tu sais, vraiment quelque chose de précis, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Fait que, tu sais, encore là, tu sais, je suis super bonne en cuisine, dans le sens que je me débrouille bien, je maîtrise bien les techniques de base, les saveurs, puis je suis capable de m'imaginer des combinaisons de saveurs et tout ça. Mais couper des petits dés de carottes, ça sera jamais comme égal. Là, curieusement, tu peux avoir un livre de cuisine, mais tu peux pas travailler dans une cuisine. Je pense pas que je pourrais travailler dans une cuisine, honnêtement. Puis tu sais, même pendant comme les enregistrements de Moi je mange, par exemple, des fois, il faut que je coupe des légumes. Je fais comme... OK, ben on va prendre un break de caméra, tu continues à couper tes carottes. C'est correct, tu sais. Cadre ici pendant que je coupe. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est pas tout le... Tu sais, la cuisine, c'est vraiment une activité universelle. Et ce que j'adore dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a plein de gens qui se sentent comme ça, qui disent je ne peux pas cuisiner, je sais pas comment couper des tomates en dés, c'est pas pour moi, c'est faux. Oui, exactement. Non, c'est ça. Puis moi, je trouvais ça important. Puis dans mon ancien métier, c'est beaucoup ce que je faisais. J'adaptais les activités pour des gens qui vivaient avec des difficultés ou des incapacités. J'adaptais les activités pour qu'ils puissent les réussir malgré leurs difficultés. Tu comprenais ça, cette manière de réfléchir et de fonctionner? Complètement. Puis d'ailleurs, je pense qu'on choisit des métiers qui sont souvent le reflet de choses qu'on veut travailler nous-mêmes. Moi, j'ai été thérapeute, puis je travaillais en adaptation beaucoup parce que je pense que moi-même, c'est un besoin que j'avais de me comprendre, puis de comprendre des façons de fonctionner aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens
gens qui sont en relation d'aide aussi, on essaye de mieux se comprendre, fait qu'on en fait un métier, tu sais. Mais oui, ça a été beaucoup ça, fait que j'ai commencé à cuisiner de manière vraiment intuitive, puis à partager mes photos sur Instagram. Puis il y avait vraiment pas grand-chose qui se faisait en français à l'époque. Moi, je suivais à peu près juste des blogs canadiens, anglais, américains, australiens. J'avais quelques livres. Tu sais, ça T'es une commençait à pionnière! Yeah, Let's ouais! go! Mais on était vraiment pas beaucoup, tu sais, en français. Puis j'ai commencé comme ça, fait que ma communauté a grossi. Puis en parallèle, je faisais aussi beaucoup de choses créatives sur Instagram. Je participais à des espèces de concours créatifs. Je faisais du food art, tu sais, vraiment des espèces d'œuvres d'art avec de la laitue, là, mettons, là, des trucs comme ça. C'est ça me permettait vraiment d'exprimer comme une facette qui s'exprimait pas tant au travail. Puis là, j'ai gagné beaucoup d'abonnés avec tout ça, puis ça n'a pas cessé de grandir. Puis j'ai toujours su que je voulais faire un livre, mais je savais pas est-ce que j'allais faire un livre en lien avec ce que je connaissais par rapport à l'humain. Tu sais, beaucoup la gestion du stress, tu sais, de l'anxiété, c'était beaucoup ça mon domaine au travail. Ou par rapport à la cuisine, mais je me sentais imposteur dans les deux domaines. J'étais comme, je suis vraiment pas l'experte dans mon domaine. J'étais plus une généraliste au travail. Puis je suis vraiment pas l'experte en cuisine. Je suis pas nutritionniste, je suis pas chef, je suis pas photographe. Qu'est-ce que j'ai à faire un livre de Mais tu cuisine? le mentionnes, c'est ce qui est génial. Ouais. Il y a beaucoup de gens ouais. qui... souvent il y a beaucoup de gens, surtout sur Internet. Ouais. Je suis expert en ça. Tu réalises, non. Ouais. Non. C'est pas normal que tu sois expert dans Si tu étais expert dans quelque chose, tu ne peux pas mettre autant de temps là-dessus. Tu aurais des contrats. Ça n'a pas de sens. Ouais. N'importe qui te dit, oh, moi, je suis un expert en finance. OK. Ben alors, pourquoi tu n'es pas tout le temps à Wall Street? Pourquoi tu n'es pas à la Bourse de Montréal? Je pense qu'il y en a C'est des absurde, experts quand même qui vont quand même avoir des plateformes, là, mais ça va souvent être très niché. Ils vont être experts dans on connaît la jeune millionnaire là, qui n'était pas vraiment millionnaire. Ah oui. Mon agent de l'époque disait, je suis sûr que c'est tout phony ce qu'elle fait. Elle veut me rencontrer, puis toutes les plages horaires que j'y donne, elle accepte. Elle n'est pas assez occupée. Ouais. Elle n'est pas assez occupée pour faire autant d'argent. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est louche. Tu devrais avoir une plage horaire par mois si tu es millionnaire et tu gères autant d'argent. Oui, non, ça, c'est vrai. Mais oui, non, c'est ça. Donc, je cherchais, tu sais, je me trouvais imposteur un peu partout. Puis éventuellement, je me suis dit, OK, mais peut-être que ma place est quelque part entre les deux. Puis j'ai, je pense, un atout que pas beaucoup de gens ont, c'est que je connais vraiment bien l'humain, ses comportements, sa façon de s'adapter. C'est ça dans quoi j'ai travaillé pendant 15 ans comme ergothérapeute. Et je connais bien la cuisine aussi parce que c'est devenu vraiment ma passion. Et si je mettais tout ça ensemble pour, dans le fond, comment utiliser la cuisine pour mieux s'adapter à notre vie quotidienne, à notre stress, en quoi cuisiner, c'est bon pour la santé mentale aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des nutriments, puis ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, il y a trop de sel, ça, il y en a pas assez. T'sais. On parle toujours de ça, mais pour moi, l'acte de cuisiner, l'action de cuisiner est thérapeutique en soi, parce que c'est une des rares activités où tu utilises beaucoup tes sens et surtout, tu as un résultat concret en quelques minutes, quelques heures. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qu'on fait. Une récompense. Ouais. Puis tu vois la transformation devant tes yeux. Tu sais, quand tu réussis à faire rôtir un légume, tu as un chou de Bruxelles qui avait l'air d'une petite balle de ping-pong, puis que tu le fais rôtir au four, puis ça a juste l'air de quelque chose de caramélisé, fondant. C'est absolument délicieux. Tu dis, ah mon Dieu, j'ai réussi à faire quelque chose de concret. Puis moi, dans mon travail, c'était pas super concret ce que je faisais. Tu sais, oui, ça faisait vraiment une différence dans la vie des gens, mais les résultats n'arrivaient pas rapidement. Tu sais, je travaillais surtout avec des gens en dépression. Donc, c'est dur à mesurer. Ouais. Faisons une gigantesque parenthèse. C'était quoi ton métier? Bien, j'ai été ergothérapeute en santé mentale. Qu'est-ce que c'est? Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la réadaptation. Ergo, ça veut dire travail ou activité en grec. Donc, c'est la thérapie par l'activité, thérapie occupationnelle. Donc, en anglais, on dit occupational therapist. Donc, moi, j'ai fait un bac en ergo et j'ai travaillé en clinique privée pendant presque 16 ans. Là, je me suis désaffiliée de la profession. Je ne pratique plus. Mais avant, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu faisais? Mon métier, en fait, c'est que je recevais la plupart de mes clients, c'était des gens qui avaient des bonnes jobs, qui étaient des professionnels et qui tombaient en dépression ou en burn-out, ils étaient en arrêt de travail. Puis, tu sais, s'il y avait des bonnes assurances, bien, ils recevaient une compensation comme un salaire. Tu gérais des gens qui vivent le grand mot de notre société contemporaine. Oui, complètement. C'est-à-dire le dépression. Et là, c'est ça, ces gens-là, dans le fond, bénéficiaient d'une assurance et les assureurs, eux autres, trouvaient que ça coûtait cher. Donc, ils décidaient d'investir dans des programmes pour réduire la durée de l'incapacité. Donc, pour que la personne retourne au travail après 3 mois plutôt qu'1 an. T'sais. Donc, ces gens-là étaient vus par des médecins, ils prenaient des antidépresseurs, ils faisaient de la psychothérapie.
Mais des fois, il disait, ben je passe la journée sur Netflix, par exemple. Tu sais, mais c'est dur de te sentir mieux si tu bouges pas ton corps, si tu fais rien de concret. Donc, moi, les assureurs me donnaient une enveloppe budgétaire et je montais un programme pour aider cette personne-là. Donc, c'était vraiment, tu sais, pour vrai, j'adorais ça. Ça, c'est vraiment un aspect que j'aimais beaucoup. Un exemple de trucs que tu donnais à quelqu'un? Ben oui, ben un exemple, en fait, c'est qu'on Parce que je pense qu'il y a bien des gens en dépression qui regardent Netflix ou des podcasts ou YouTube. Ben, la première chose, c'est qu'on travaillait au niveau de l'horaire. En fait, on regardait à quoi ressemblait un 24 heures dans la journée de la personne, puis à quel point les activités qu'elle faisait apportaient de la satisfaction ou pas. Ça, c'est vraiment la clé. Tu sais, je te donne un exemple. Tu pourrais... tu sais, il n'y a rien de mal à regarder la télé. Okay? Puis peut-être que regarder 2-3 épisodes de ta série préférée, ça peut probablement te donner beaucoup de satisfaction. Pas 11. Mais pas 10, 11 heures, c'est ça. Tu sais, cuisiner un repas, ça peut te donner beaucoup de satisfaction aussi parce que c'est quelque chose de concret que tu as accompli. Aller bruncher avec tes amis, ça peut te donner beaucoup de satisfaction, mais si tu étais dans ta tête tout ce temps-là en train d'angoisser sur quelque chose que tu as à faire le lendemain, pas beaucoup de satisfaction. Tu es allé un peu perdre ton temps. Tu es allé même... T'as pas avancé sur ce qui te stressait, t'as reculé, vraiment. Donc, je regardais qu'est-ce qui meublait l'horaire de la personne, puis on travaillait sur des choses concrètes comme la routine du matin, la routine du soir. Ce que j'adore avec ce que tu fais, c'est... Je crois qu'on tombe pas dans le piège, mais on tombe souvent sur l'influence, disons-le, ou des motivateurs. Moi, quand j'allais mal, je regardais beaucoup de vidéos de gens qui me motivaient, qui étaient musclés, puis qui me criaient après que j'étais capable. T'es capable, si t'es pas peur, cours après that money. Puis on va faire ça. Puis je faisais rien. Ce que j'aime dans ton approche, c'est extrêmement concret. Oui. C'est des choses qu'on peut faire plutôt que des concepts. Ouais. Être motivé, c'est un concept. Oui, puis la motivation, en fait, ça n'a pas... C'est très, très, très intangible, tant aussi longtemps que tu n'as pas de la planification. Puis tu sais, ça, c'est un exemple que je donnais souvent aux gens comme... Disons que tu es très motivé à manger un spaghetti boulette ce soir, tu es vraiment motivé. Mais tu n'as pas ce qu'il faut pour en préparer un, puis il n'y a pas de restaurant dans ta région qui en livre, tu vas faire quoi? Tu as beau être super motivé, ça n'arrivera pas. Mais si tu as moindrement une intention, tu dis, moi, mon intention, c'est de manger un spaghetti boulette, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas aller à l'épicerie acheter ce qu'il faut, ou tu vas te renseigner, savoir où est-ce qu'il y a un restaurant qui pourrait t'en livrer. Il y a des bonnes chances que ça se produise versus d'être très motivé. Puis, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui est en dépression, un des plus gros enjeux, c'est l'estime de soi. Tu sais, on le sait, c'est la personne, elle n'a plus confiance en elle, elle se sent moche, elle se sent pas belle, elle se sent pas puissante. Elle a souvent vécu énormément de revers avant de tomber dans cet état-là. Elle a épuisé toutes ses ressources pour s'adapter, puis éventuellement, le système lâche prise. Tu sais, c'est vraiment ça. Elle a vidé sa piscine de ressources, C'est pas une manière de parler. Vraiment, là, dans notre corps. Oui, en fait, les réserves, entre autres, de sérotonine. Tu sais, la sérotonine, tu vas t'en servir. C'est une hormone, je crois? C'est un neurotransmetteur. Okay. En fait, c'est-à-dire que c'est un petit messager entre tes neurones. Puis la sérotonine, en fait, tu en as une certaine quantité, un bassin, ce qu'on appelle la pool de sérotonine. Et plus tu vas t'adapter à des situations, plus tu vas vivre de l'impuissance ou un sentiment de ne pas réussir à t'adapter à une situation, plus ta piscine va se vider. Wow. Et éventuellement, tu vas épuiser tes ressources. Donc, c'est ce qui se produit comme en fait. Comme un jeu vidéo où tu as de la magie. Là. Un peu comme dans Diablo, tu avais de la magie. Une quantité de potions, en fait. Puis plus tu vas avoir été confronté à des situations où tu vas t'être senti impuissant. Fait que, ça peut être du stress au travail, puis tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe, la maladie d'un proche, ta propre maladie, une situation, une relation toxique, où est-ce que tu as beau mettre plein d'efforts, tu n'as pas l'impression que ça change quelque chose, mais tu vas épuiser ta réserve de potions, dans le fond, de sérotonine. Et pourquoi les antidépresseurs sont importants? Pourquoi, moi, j'encourage toujours les gens à les consulter. Puis bien que la médication, c'est vraiment, vraiment pas la seule chose à faire, mais ça peut vraiment être un atout important. Puis il faut se méfier des gens qui vont te dire, ben non, les antidépresseurs, arrête ça, puis crois en toi. Moi, ça, je trouve que c'est un discours qui est dangereux parce qu'il y a vraiment un débalancement chimique qui est là. Puis je pense qu'on peut faire confiance à la médecine là-dedans. Dans la maladie physique, on n'a jamais ce discours-là. Ouais. Si malheureusement, tu te foules la cheville, prends des Advil. Là. Oui, bien c'est ça. Puis en même temps, soigne, fais ce qu'il faut, va chercher un spécialiste qui va t'aider avec ça. Donc en fait, ce que les antidépresseurs vont faire, c'est qu'ils vont empêcher ce qu'on appelle le recaptage de la sérotonine. Donc ta piscine, elle aurait tendance comme à se vider naturellement, bien elle va empêcher ça. Donc ta piscine va se re-remplir de sérotonine. Encore là, c'est pas magique ça. Il va falloir dans cet état-là que tu en profites pour faire des choses qui vont te redonner de la satisfaction puis un sentiment de pouvoir personnel. T'sais, en anglais, on dit « empowerment ». Donc,
c'est pour ça que c'est vraiment une approche comme globale, tu sais. Puis je trouve que c'est important d'avoir ce discours-là, encore là, de dire c'est pas seulement la médication, mais la médication, c'est pas non plus le diable, là. C'est vraiment les deux ensemble. Donc, quelqu'un qui est en dépression, moi, ce que j'encourageais souvent, puis encore là, moi-même, c'est ce que j'utilise avec moi des journées où je souffre pas de dépression, là. Je reconnais mon privilège, là, comme on disait. On a de la peine des fois. Mais des fois, existe. oui, ou des fois, on se sent moins bien, tout ça. C'est de prendre des petits engagements envers nous-mêmes puis de les respecter. Tu sais, ça peut être de dire, aujourd'hui, je vais faire mon lit. Aujourd'hui, je vais ranger la vaisselle qui traîne dans l'évier. Aujourd'hui, je vais me cuisiner une soupe. Je réponds aux emails que ça fait une semaine. Exactement. Donc, de prendre un petit engagement puis de le respecter. Puis le lendemain, plutôt ça sera un autre. qu'aujourd'hui, je m'inscris au gym et je m'inscris au Marathon de Montréal. Mais non. Pas obligé d'être aussi... Ça peut être ça. Ça peut être ça pour certains, mais il faut commencer petit puis le réussir. Parce qu'il n'y a rien de tel que de prendre un objectif et encore là, de ne pas le réussir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu te sens encore impuissant puis c'est ce qui t'avait amené à la dépression souvent. Il y a un coach de basketball que j'aime beaucoup. Quand il y a beaucoup de points devant eux. Ils perdent par 10, 15, 20 points. Souvent, ils se concentrent sur un truc. Ils disent pas, on va remonter. Tous les rebonds. On a tous les rebonds maintenant. On a le ballon, on a tous les rebonds et on prend pas de mauvais tirs. À chaque possession, on prend un bon tir. Même si vous ne l'avez pas, il faut être fier de chaque tir. Et c'est comme ça qu'il remonte. Oui, mais plutôt que il marque plus jamais, ce qui n'a aucun sens. Au moins, l'équipe a l'impression de réussir quelque chose. T'as raison. Puis tu sais, c'est un peu ça dans mon livre. C'est beaucoup l'approche que j'ai voulu amener aussi. C'est que d'encourager les gens à faire, tu sais, à commencer par des choses très simples, tu sais, dans les recettes. Puis les recettes, je les ai présentées d'une manière qui sont faciles à suivre si tu n'as pas beaucoup de concentration, quelqu'un qui a un déficit d'attention ou qui traverse une dépression ou qui a juste pas beaucoup d'intérêt ou d'énergie pour la cuisine. C'est facile à suivre. Donc, mon objectif, c'est que les gens vivent une réussite, tu sais. Puis la cuisine, c'est une activité universelle. On n'a pas vraiment le choix de la faire. Tu sais, on a le droit de ne pas aimer cuisiner. C'est vrai dans toutes les cultures. C'est vrai dans toutes les cultures. Puis on a, puis tu sais, le guide alimentaire canadien, ça veut dire les données probantes sur la santé nous disent qu'on doit manger des aliments qui sont le moins transformés possible, qu'on doit cuisiner nous-mêmes. Puis dans le nouveau guide, on a même inclus cuisiner le plus possible, puis manger avec d'autres personnes. Donc on sait que tout l'aspect aussi psychosocial est super important. Donc, il semblerait que quand les veufs et les veuves, le plus difficile, c'est l'heure du souper. Et le déjeuner. Oui. Est-ce que tu as vu ça, un article qu'un ami a partagé la semaine passée sur Facebook? Ouais, je l'ai pas lu. Oui, bon, j'ai vu cet article-là, moi, ça aussi, puis c'était un aspect de mon travail. Je travaillais beaucoup avec des gens endeuillés, puis c'était souvent ça qui ressortait. Fait qu'il fallait créer des nouveaux repères pour ces personnes-là, d'aller prendre les repas ailleurs, de cuisiner des repas qu'ils n'ont jamais cuisiné avec le défunt conjoint, tu sais, de trouver des nouvelles choses. Mais c'est ça, puis pour la cuisine, pour moi, ça a toujours été ça, puis c'est ce que beaucoup le message que j'essaie de passer, puis ça s'adresse évidemment pas juste à des gens en dépression, mais je pense que tout le monde, on en vit des situations dans nos vies où est-ce qu'on se sent impuissant, où est-ce qu'on a l'impression de pas avancer. Puis la cuisine... On veut progresser, des fois on veut juste s'améliorer. Exactement. Puis la cuisine, c'est vraiment une invitation à tous les jours à dire, ben je vais réussir quelque chose de concret, tu sais. Puis il n'y en a pas tant des activités qu'on n'a pas le choix de faire, puis qu'en plus, on peut être créatif. Pour certaines personnes, ça va être le maquillage. Puis je comprends qu'il y a des filles qui trippent sur le maquillage aussi, parce que ça leur permet d'être créatives, puis de faire des choses concrètes aussi, puis de vivre une réussite, puis de voir le résultat devant leurs yeux. Une amie m'a déjà dit pourquoi le maquillage est si important pour les femmes, c'est que c'est un moment où tu réfléchis, c'est un moment de méditation. Oui, bien tout à fait, exactement. Comme plein d'activités qu'on peut faire, en fait, où est-ce qu'on est comme toutes là, puis qu'on n'est pas en train de penser à 18 affaires en même temps, tu sais. Donc ça, justement, quelqu'un qui... Et on prend soin de soi, autant dans la cuisine que dans le maquillage. Exactement. Puis, tu sais, ça peut être à travers le sport aussi, l'activité physique, mais encore là, de commencer par quelque chose de petit qu'on va être capable de tenir. Puis le lendemain, ça va être plus. Puis le surlendemain, ça va peut-être être moins aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose là c'est normal que notre niveau d'énergie varie, que nos capacités varient. Tu sais, il y a des journées où on va avoir une concentration pour faire quelque chose d'exceptionnel, puis le lendemain, ça sera pas là, puis c'est correct, c'est normal. C'est une étape, ça va revenir. Puis, oui, exactement. Puis c'est des fluctuations qui sont tout à fait normales, tu sais. Fait que pour moi, ça, la cuisine, c'est vraiment une invitation dans le fond, à faire des choses qui vont vraiment nous faire du bien, tu sais. Je le vois vraiment comme le côté thérapeutique de ça. Fait que c'est vraiment arrivé quand même
assez récemment, comme là, 1 an ou 2, que ça a été clair, c'était quoi le point commun entre mes 2 métiers, je dirais, là. Parce que, tu sais, justement, bon, mon emploi que j'avais depuis longtemps, puis ça faisait 2-3 ans que je commençais à avoir un petit revenu d'appoint avec la création de contenu, là, tu sais, avec l'influence. Là. Internet money! On va le voir comme du monde. Internet money, let's go! Exactement. Puis là, j'avais mon livre qui s'en venait pour l'automne. Je savais qu'il y avait ça, mais j'avais... T'as fait un gros saut. T'étais pas, mettons, je connais beaucoup de gens qui... Mettons, dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de gens qui font, ben, tu sais, moi, je travaille chez Subway, là. T'es tanné de faire ça. Toi, t'avais une profession, t'étais dans un ordre Je faisais partie d'un ordre professionnel, oui. J'avais une identité, puis c'était beaucoup ça que j'ai trouvé difficile aussi, parce que quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je savais plus quoi dire, puis j'avais plus ce groupe-là avec lequel me définir, mais en même temps, je me reconnaissais plus dans ce groupe-là. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans une boîte, justement, là, de rigidité là, d'un ordre professionnel. Puis je suis contente de l'avoir fait toutes ces années-là. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup servi, puis j'ai beaucoup aimé les expériences que j'ai vécues avec les gens. C'était vraiment comme un rôle exceptionnel là, de pouvoir rentrer dans la vie des gens puis de jaser avec eux, tu sais. Mais là, j'avais besoin de me sortir de ça pour plusieurs raisons. Puis les opportunités étaient... En fait, l'opportunité était bonne parce que mon livre s'en venait puis que j'allais comme avoir besoin de temps pour le compléter. Mais j'avais rien de concret devant moi. Je savais pas que la télé, c'est arrivé comme 2 mois après, la radio aussi. Donc, quand j'ai lâché ma profession, la seule chose que j'avais de certain, c'était un livre. Puis un livre, tu payes pas ton loyer avec ça, là, tu sais. Pas au Québec, là. Donc, même si tu vends beaucoup, ben c'est long avant de recevoir des redevances aussi. Donc, tu le fais vraiment comme parce que tu as envie de le faire. Puis j'avais aussi, c'est un... Tu peux te tromper. Ton livre ne peut pas plaire. C'est un gros risque, là. Oui, exactement. Puis sinon, j'avais des clients, comme quelques clients réguliers en création de recettes, mais tu sais, c'était pas nécessairement grand-chose, mais je m'étais dit, je le sens, je vais faire confiance à ça. Puis à la seconde... À toi, disons-le. Oui, exactement. Puis à la seconde où j'ai lâché, puis je me suis vraiment sentie en paix. Et là, les opportunités ont commencé à arriver. On m'a proposé des choses, puis j'en reviens pas encore, tu sais, de la télé, de la radio, puis de plein d'autres projets qui s'en viennent, des conférences, des choses comme ça. Puis là, je me sens à 100% à ma place. Là. J'ai l'impression d'avoir comme trouvé... Ouais, tu sais, j'étais imposteur à tellement d'endroits, mais là, je me sens vraiment pas imposteur avec ce que je fais. Même moi, un truc que j'aime beaucoup chez toi, en passant, ceux qui ont le syndrome d'imposteur, je les apprécie particulièrement parce qu'ils se remettent en question. Ce qui est toujours très, très bon. Généralement, les dictateurs n'ont pas le syndrome d'imposteur. Bref, ce que j'aime chez toi aussi, c'est que avec ton background d'ergo, t'as pas le syndrome de « je vais sauver le monde ». T'as pas ce que j'observe chez certains influenceurs, ils ont une influence, puis ils se disent « il faut que ça fasse quelque chose, il faut que j'aide le monde ». Et aider les gens, parfois, c'est très, très, très dangereux. Et des fois, tu ne sais pas ce qui est bon pour des inconnus. C'est vrai. Et t'as pas ce syndrome. Mais tu sais quoi, je l'ai eu pendant presque les 10 premières années où je travaillais. Ça m'a repris plus que 10 ans de pratique. Puis les 3-4 dernières années où je pratiquais, j'étais sur le bord de l'épuisement comme émotif, là, de travailler avec des gens en dépression. Puis justement, je me sentais comme de plus en plus impuissante parce que dans le fond, ils continuaient à être souffrants. Puis ce que j'essayais de faire pour les aider, c'était peut-être pas toujours la meilleure approche. Donc, j'étais allée moi-même m'outiller dans des approches qui utilisaient plus comme la présence attentive ou la pleine conscience. Des outils pour m'aider à rester justement plus dans une neutralité quand je les aidais. Et je me suis mis à devenir vraiment, vraiment une meilleure thérapeute là, parce que j'essayais pas de faire à leur place, mais je leur démontrais que je les soutenais à 100%, puis que je leur faisais confiance, puis qu'ils pouvaient trouver leur propre solution. Puis un bon thérapeute, c'est ce que ça va faire. C'est ce que ma psy m'a déjà dit. Ouais. Elle m'a déjà dit, prends toujours des vieux psys, parce qu'ils ont passé à travers ça. Ils ont passé l'étape de mon client, mon patient, plutôt, il faut absolument que je l'aide dans les 10 prochains jours. Mais tu sais, je suis toujours en train de bousiller le travail que ma psy fait. Elle me dit, fais telle affaire, je fais puis je fais l'inverse, puis j'empire les choses. Ça la dérange pas. Non. Tandis que je crois que les plus jeunes thérapeutes, ils auraient fait, ben voyons donc, Thomas! Mais en même temps, tu sais, je trouve que c'est un parcours, puis tu sais, je pense que j'ai été quand même une Bref, bonne... tout ça pour dire que ma psy a abandonné. Et j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus de ma psy. Elle a abandonné. Elle sait que je ne vais pas évoluer, puis ça me fait tellement de bien. Oui, mais en fait, c'est qu'elle te le remet à toi, là, tu sais. Elle le prend pas sur elle, tu sais. Mais tu sais, je pense pas que c'est mauvais, là, comme approche en thérapie quand on veut un peu sauver le monde, parce que souvent, c'est là aussi qu'il va y avoir énormément de créativité. Aussi, chez les thérapeutes, ils vont penser à des solutions, puis il y a beaucoup, beaucoup d'innovation.
qui Un arrive... psy blasé, c'est terrible. Là. Ben oui. Ouais, le vieux pattern. Ouais, mais tu sais, du côté, entre autres, en ergo, tu sais, je regarde ce que les plus jeunes générations font, puis sont tellement innovateurs, puis créatifs, puis outillés, puis sont informés, puis c'est vraiment cool ce qu'ils font. Puis tu sais, du côté de la psycho aussi, les nouvelles approches sont là, donc il y a comme une ouverture même du côté des nutritionnistes, tu sais, qui sont jeunes, qui ont peut-être moins d'expérience, mais ils ont cette drive-là, l'énergie. Puis ça fait vraiment... Mais c'est que je pense pas que c'est un mauvais travail nécessairement pour le client, mais je pense que pour le thérapeute, c'est pas durable, ça, parce que tu vas te brûler éventuellement, tu sais. Ou pour les activistes, même chose. Mais dans les dernières années, j'étais rendue beaucoup, beaucoup plus neutre dans mon approche. Puis justement, je sais que ça me sert beaucoup maintenant parce que ça m'arrive de recevoir des messages de gens qui me disent « Hey, je vous ai vu à la télé, puis moi, j'ai un problème cardiaque, puis là, je sais plus quoi faire, aidez-moi, tu sais. » Mais non, mais c'est vrai parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont isolés puis qui n'ont pas beaucoup de gens en qui ils ont confiance. Puis, tu sais, tu dis, OK, mais mon Dieu, tu sais, c'est vraiment, cette personne-là me fait confiance, tu sais, je vais le prendre comme un compliment, un privilège. Mais avant, j'aurais senti le besoin de trouver une façon d'aider cette personne-là. Là, ce que je fais, c'est que je mets une limite comme qui est claire, tu sais, beaucoup d'empathie, puis je redirige la personne vers une ressource qui pourrait mieux l'aider, tu sais. Puis je sais que c'est le cas, puis tu sais, moi, je suis pas YouTubeuse, là, j'ai pas cette proximité-là avec les gens, tu sais. Je laisse pas les gens rentrer tant que ça dans mon quotidien puis dans mon intimité parce que c'est pas quelque chose que je veux faire. On sait rien de toi. C'est pas grand-chose, c'est ça, puis je préfère que ça soit comme ça pour le moment. Mais je sais, j'ai des amis qui sont youtubeurs puis qui créent vraiment une grosse proximité avec leurs abonnés, avec leur communauté. Puis les gens vont se tourner vers eux quand ils sont en détresse. Puis eux sont... Ben oui, puis ils sont informés, heureusement, fait qu'ils vont diriger vers les bonnes ressources. Mais tu sais, je peux imaginer que ça devient ouais. Moi, une fois, une influenceuse était fâchée après moi puis elle m'avait dit « C'est pas combien de monde que j'aide. » J'avais dit « T'as 21 ans, tu devrais pas aider le monde à 14. » Tu devrais pas. Non. Continue à faire des petites vidéos. Ouais. Pogne tes chèques. Ouais. Aide pas le monde de 14 ans de détresse. Mais tu sais, puis c'est probablement bien intentionné, mais ça peut être maladroit. Bon, vision narcissique dont tu parlais au début. Oui, ben tu sais, je pense que ça peut être maladroit. Puis, tu sais, des discours, même dans tout le wellness, le mieux-être, il y a des discours, des fois, beaucoup axés, comme on parlait, sur la motivation, puis crois en toi, puis tout est possible. C'est un discours qui est extrêmement toxique pour les gens qui vivent réellement des difficultés. Puis moi, je l'ai observé beaucoup, ça. C'est un moment où tu t'en sors vraiment pas. Il y a un moment où t'es... Ben non. Moi, l'image que j'ai, c'est que t'es dans une patinoire, Ouais. t'es tombé au sol, puis tu essaies de te relever, tu tombes toujours, et tu te dis ça va être ça pour l'éternité. Puis tu sais, dire... Si on te dit, mais non, mais tout ce que tu veux, c'est... Si t'es capable, si tu veux, t'es capable. Et tu te dis, ben là, c'est moi le problème, c'est que je veux pas assez, mais il me semble que je veux, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, j'ai lu récemment quelque chose que je trouve super percutant comme image, mais c'est de dire, tu sais, la pensée positive ou de dire, ben non, ça va bien aller à quelqu'un qui est en dépression. C'est l'équivalent de dire à quelqu'un qui est en crise d'asthme, mais voyons donc, pourquoi tu as une crise d'asthme? Regarde toute l'air qu'il y a autour de toi. Voilà. C'est un peu la même chose, tu sais. Puis je trouve effectivement que ce discours-là, il est dangereux, tu sais, de dire, ben non, tout va bien aller et tout ça. Parce que, puis moi, je l'observais dans mon travail, là, tu sais, j'avais beaucoup des jeunes femmes dans la trentaine comme clientes, là, qui étaient en état d'épuisement, puis tu sais, pour plein de raisons, là, des jeunes professionnels qui travaillaient fort puis qui rencontraient plein d'obstacles. Puis ils se sentaient encore plus nuls parce qu'elles les avaient téléchargées, toutes les applications de méditation. Elles les avaient lues, tous les livres de croissance personnelle. Elles avaient écouté toutes les vidéos sur YouTube de comment te sentir mieux. Puis elles se sentaient niaiseuses de dire « Hey, en plus, j'ai accès à tout ça, puis ça m'a pas aidé. Je dois vraiment être poche puis conne. » Tu sais. Fait que t'imagines l'estime de toi quand, en plus, je t'ai pitché des outils puis je t'ai dit « Regarde ça va t'aider. » Puis ça t'aide pas réellement. Et si j'ai... Ouais. Génial. On l'oublie des fois, il y a des gens, tu me dis si je me trompe, qui sont plus doués au bonheur que d'autres. Oui, ben il y a des gens, en fait, puis tu sais, c'est intéressant, tu sais, il y a une chercheure, moi, qui est comme, c'est probablement mon idole, si j'avais le choix d'aller souper avec quelqu'un de vivant, là, ça serait probablement elle s'appelle Brené Brown, B-R-E-N-E, accent aigu, Brown, c'est une Américaine qui fait de la recherche, elle a plusieurs doctorats en travail social, puis elle est très présente dans les médias sociaux. Puis elle a même un Netflix special. Donc, cool. Dans le fond, une conférence d'1h30 sur Netflix qui s'appelle The Call to Courage. Puisque elle a ressorti dans ses études, en fait, c'est que les gens qui étaient le plus heureux ou qui étaient doués pour le bonheur, comme on dit, c'est des gens qui avaient une tolérance plus grande que la moyenne à l'inconfort d'être vulnérable. OK? Donc, l'inconfort d'être vulnérable, ça veut dire
tolérer que, oui, ça sera pas le fun d'avoir une conversation avec quelqu'un où tu vas expliquer tes limites, où tu vas mettre les choses au clair. Ça sera pas le fun, ça va peut-être même faire mal. Puis t'aimerais mieux l'éviter, mais tu vas le faire parce que tu sais qu'à long terme, ça va t'aider. C'est des gens qui sont capables d'avoir les conversations difficiles, des gens qui sont capables de prendre les décisions qui sont inconfortables, de se faire à l'idée qu'il va avoir un bout... D'économiser, d'avoir un moment où tu dépenses moins pour avoir plus d'argent plus tard. Oui, ça peut être aussi juste de dire, OK, je vais prendre la décision maintenant de me séparer parce que clairement, je suis pas bien. Toute l'année, peut-être qui va suivre, le premier Noël, le premier ici, toutes les étapes avec les avocats, puis tout ça, ça va être l'enfer. Mais je vais le faire parce que je sais que c'est ce que j'ai besoin. Cette personne-là va probablement être plus disposée au bonheur que quelqu'un qui ne se sentira pas outillé pour faire ça puis qui va toujours repousser ou éviter ça. Donc, c'est vraiment ça la distinction. Puis, moins tu as la capacité à tolérer cet inconfort-là, plus tu vas avoir de la difficulté à vraiment te mettre dans des situations où tu es vraiment à ton meilleur, où tu te sens bien entouré, où tu es vraiment à ta place. T'sais. Moi, je reviens toujours tout au sport parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Ouais. Il y a un gars qui disait moi, on ne paye pas pour jouer, on me paye pour pratiquer. Et je pratique le plus fort possible pour m'amuser lors des matchs. Les pratiques, c'est ennuyant, puis c'est de la souffrance pour qu'au match, je peux jouer avec la liberté, avoir plus de souffle que les autres, savoir les stratégies des autres, être plus libre. Comme on parlait tantôt de se préparer pour une chronique, plus tu as fait le travail avant, mieux, plus ça... Ouais, exactement. Un autre truc que tu as dit il y a longtemps à moi, je sais pas si tu peux répéter ou je sais pas si j'ai bien compris, tu m'as déjà expliqué que la plus grande source d'angoisse et de stress, c'était de ne pas participer au groupe, c'est de se faire rejeter d'un groupe. De se faire exclure du groupe, ça vient, en fait, de c'est très primitif comme réaction, là, mais en fait, quand tu te sens rejeté d'un groupe, quand ton ego, en fait, en a pris un coup puis que tu ressens de la honte ou tu sens que tu n'es pas à la hauteur du reste du groupe, tu vas sentir un rejet ou clairement tu es rejeté, les gens te l'ont dit ou physiquement t'ont exclu du groupe, tu as une réponse de stress qui s'active parce que biologiquement, on est programmé pour survivre en tribu. Et si on est exclu du groupe parce qu'on est plus vulnérable, mettons dans le temps qu'on était des chasseurs-cueilleurs, toi, tu n'es pas capable, tu as une jambe plus courte que l'autre, puis tu marches, tu croches, puis tu n'es pas capable de décrocher des fruits dans les arbres, puis tu n'as pas de visou, mettons. Ils vont dire, ouais, lui, il nous servira pas bien en cas d'attaque, puis si on a des fruits à cueillir, fait qu'on va peut-être le mettre de côté parce qu'il ralentit le groupe. Cette personne-là, c'est une vraie réflexion. Ralentir le groupe, c'est un vrai concept. Puis la survie de l'espèce va toujours primer sur la survie de l'individu. Ça a toujours été comme ça biologiquement. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu te sens rejeté puis tu vois les signaux chez les autres qu'ils ont trouvé que tu n'étais pas à la hauteur, que tu exprimes une vulnérabilité puis ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas désirable pour le groupe, ils vont t'exclure puis toi, tu vas avoir une réponse de stress parce que anciennement, si tu étais rejeté du groupe, tu n'allais probablement pas survivre. Donc, ton système perçoit ce rejet-là comme une menace aussi grande qu'une réelle menace à ton intégrité physique ici, maintenant. Là. Donc, si tu te sens rejeté du groupe, tu vas avoir une réponse de stress qui va être très aiguë puis ça va être extrêmement souffrant. Alors, ton système le prend de la même manière que si tu disais à quelqu'un « je vais te battre ». Oui, c'est très similaire. C'est très similaire. Il y a une réponse, en fait, grosse activation du cortisol. Tu vas être en état de stress, puis tu vas voir quelqu'un qui expérimente de la honte. Son système de stress va s'activer. Si, disons, tu pointes quelque chose que quelqu'un a fait puis que c'est pas vrai. Puis tu vas le voir dans les discours, dans les médias sociaux, tout ça. Bien, il va avoir une réponse de stress. Il va pas nécessairement dire des choses qui sont vraies. Il va juste vouloir se défendre. Il va accuser les autres. Il va peut-être crier. Il va faire « voyons donc », tu sais. Ou la peur de bien des gens de parler en public. Tu montes sur une scène et tu es humilié parce que c'est pas à point. Tu dis quelque chose de pas à point. Puis là, tu vas dire c'est comme une occasion où est-ce que tu as pris un risque puis effectivement, tu as été rejeté, tu sais. Mais justement... la réalité, par contre, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne vit plus dans, selon les chasseurs-cueilleurs, on n'est plus comme ça. Je t'ai jamais tiré par les cheveux. Non, effectivement, jamais. Puis les choses ont évolué, puis notre cerveau a appris à s'adapter, puis on a développé des mécanismes beaucoup plus raffinés pour aller au-delà du cerveau primitif. Et justement, quand je reviens aux travaux de Brené Brown sur la vulnérabilité, en fait, ce qu'elle a trouvé, c'est que les gens qui étaient capables de rationaliser un peu tout ça puis de comprendre que oui, c'est vrai que c'est inconfortable. Ça, en ce moment, ce qui se passe, j'ai l'impression que l'autre personne ne m'accepte pas. Mais en réalité, c'est pas ça. Je suis quand même digne d'être aimée. Je suis digne, j'ai de la valeur et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont appris à tolérer cet inconfort-là plutôt que de tout de suite avoir une grosse réponse ou est-ce que c'est tellement pas le fun qu'on va juste faire comme si c'était pas là. T'sais. Puis on va essayer ça me décrit bien, ça. Ouais. Toi, ça? Oui, moi, faire semblant que quelque chose de grave n'est pas là,
Je suis le maître là-dedans. C'est de l'évitement, ça. Ah, je suis bon c'est ça. Mais plus tu développes ta tolérance à ça, plus tu vas pouvoir réellement te mettre dans des situations où tu te sens vraiment bien, puis tu vas moins avoir peur d'être rejeté par le groupe. Puis une chose qui est importante, c'est que, étant donné que maintenant, on n'a plus juste un groupe avec lequel on peut vivre, ça se peut que ça soit un processus qui fasse partie de notre cheminement, de se faire rejeter par un groupe, puis finalement de se sentir un sentiment d'appartenance avec un autre groupe. Tu comprends? Tout à fait. Tu sais, je prends l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans une famille où on lui a dit que la façon de réussir, c'était d'être un champion de football. Bien, cette personne-là va peut-être miser toutes ses énergies à devenir un bon joueur de football, mais dans le fond, lui, ce qu'il aime, c'est danser le ballet. Ben, je me souviens plus de son nom, mais il y a un grand joueur de football qui s'est rendu à la NFL, puis il a dit « Moi, je suis un écrivain ». Il m'a écrit et lâché à la NFL, voilà. Il est beaucoup plus heureux aujourd'hui. Puis cette personne-là, probablement qu'au début, il a ressenti du rejet. Mais voyons donc, tu nous abandonnes. Puis c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça n'a pas de valeur être écrivain versus être joueur de NFL et tout ça. Fait que tu vas vivre cet inconfort-là, mais tu vas trouver allié à un autre groupe. Puis toi, tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu aussi, tu sais. Puis je me sentais de moins en moins appartenir à ce groupe-là de professionnels de la santé qui travaillent dans un contexte plus de 8 à 5 et tout ça. Je le ressentais moins. Je me sentais moins appartenir à ça. Puis je me sentais pas non plus complètement appartenir aux influenceurs, mais là, j'ai trouvé un groupe, en fait, de gens, tu sais, dans ma communauté, puis des gens avec qui je travaille maintenant, qui partagent la même vision des médias, entre autres, tu sais. Donc, mon éditeur, les gens avec qui je travaille maintenant, comme pour mes autres projets. De mon lit, oui, KO, exactement. Donc, tu sais, c'est KO qui est toute la boîte, là, KO Édition. Je travaille avec KO Média puis KO Scène aussi maintenant. Donc, je suis vraiment bien entourée, mais ça, j'ai trouvé vraiment comme une tribu qui partageait les mêmes valeurs que moi, qui avait la même vision que moi. Tribu, c'est bien dit. Oui, bien, c'est ça? Oui, tu sais, vraiment, ouais, à ce niveau-là, comme une famille, un peu. Puis, c'est ce qui fait que maintenant, je me sens bien, puis je sens que j'ai le droit à l'erreur aussi au sein de ce groupe-là. Puis ça, c'est important aussi, tu sais, on va le savoir quand on est dans le bon groupe, quand on sait qu'on a le droit à l'erreur, tu sais. Merci, c'est tellement vrai. Parce que, justement, là, tu sais, si tu veux absolument avoir l'air parfait dans ça, tu vois, moi, comme professionnel, je sentais plus que j'avais droit à l'erreur. Comme influenceur, je sens pas non plus qu'on a beaucoup droit à l'erreur. Mais dans ce que j'ai créé comme façon de travailler, je me donne le droit à l'erreur, puis effectivement, j'en fais. Tu sais, c'est pas tout. Mais c'est ce que les gens critiquent beaucoup des médias sociaux. Ouais. Moi, mes amis me disent, qui sont pas beaucoup sur les médias sociaux, c'est j'ai peur de publier des trucs sur Facebook ou Instagram, parce que si c'est pas bon, je vais me faire insulter, je vais me faire rejeter, je vais me faire... Oui, bien ça, c'est de la vulnérabilité, justement, c'est que tu prends un risque, tu sais. Mais tu sais, comme toi qui dis qu'il est pas bon là-dedans, mais t'en prends souvent des risques, tu sais. Tu te mets souvent en état de vulnérabilité. J'adore! Je suis un bottom. Je suis un bottom. C'est ça dans tous les aspects de ma vie. Oui. Ben tu vois, fait que, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Je suis un power bottom. J'ai entendu dire que ça existe, des power bottom. Quelqu'un qui est comme fermement assumé dans son rôle de... Ouais. Okay. Et qui domine. Tu domines en te faisant prendre. Ah, OK, je comprends. Je considère que la majorité des humoristes on est des power bottom. Le public est un top et nous, on est bottom parce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour le public, mais c'est nous, comme nous, qui domine, c'est nous qui parlons. Ouais. Voilà. Puis c'est fascinant l'influence d'un humoriste sur une salle. Tu sais, quand tu penses à ça, là, tu vas devant un groupe. Je comprends. C'est pas une blague, je comprends ce que Mussolini vivait. Tu sais, tu dis. C'est très, très, très dictatorial. Tu dis quelques mots, puis tu provoques une réaction physique chez les gens. C'est quand même assez exceptionnel. Là. Ouais. Tu sais. Et je peux comprendre que certains de mes collègues virent fous. Ah ouais, hein? Ouais. Tu le vois, ça, autour de toi? Je l'ai vu plus quand j'étais en coulisses. Je comprenais pas pourquoi il virait fou. Puis pour avoir fait un peu de scène, je comprends pourquoi tu peux... J'ai déjà dit... OK, ça, faut que j'en parle. Une de mes premières blondes fréquentations. Quand elle racontait des histoires, c'était ennuyant. J'avais 22 ans, OK? C'est très méchant ce que je vais dire. Et j'ai dit à la dame... Elle parlait, puis c'était plate. T'as-tu dit la dame? Ouais, j'aime ça dire dame. C'est une dame. Et j'ai dit, faut que tu réalises quelque chose. Moi, comme mes amis, quand ils disent quelque chose, c'est à la place des arbres, les gens se lèvent. Fait que pense-y la prochaine fois que tu me racontes une histoire. Oh mon Dieu Seigneur, c'est violent. Cette femme-là, aujourd'hui, elle est en relation amoureuse avec un autre homme et puis elle est beaucoup plus heureuse. C'est surprenant, hein? Surprenant. Elle n'a pas voulu rester avec moi. Comme ton micro. Comme le micro. Même le micro, il dit, je veux pas encourager ça. Il dit, je peux pas croire que je suis en train d'entendre ça. Même le micro. Pas juste l'entendre. De l'art de capter. De capter ces niaiseries-là. Yeah. Hey, tu es brillante, juste à mentionner. Mon Dieu, t'es fin, merci. Je te trouve extrêmement brillante. Mettons, on veut t'aider, on veut avoir accès à ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, on peut aller sur Instagram, Louni, Loounie.
Tu vas être dans la... On va le mettre dans... Parfait. Sur, Looney, on me le demande souvent, c'est mon nom de famille, c'est UR en anglais. Un looney, c'est une pièce $1, ça vient de là. Tu savais pas, je te l'avais pas dit. Ben, tu sais, des fois, dans une relation, c'est trop loin pour poser des questions. Là. Ouais. Des fois, moi, le problème, c'est que je connais pas le prénom de la personne. Mais moi, je peux pas... Il était trop tard pour te dire, yo, ton nom, what's up avec ça? Ça vient de là, en fait. Sinon... Moi, c'est pour ça que je fais des podcasts. Ben oui. C'est pour apprendre à tes amis. Oui! Ben oui, mais des questions qui sont trop tard. Fait que, comme ça, c'est quoi ton... Quel âge? Oh, ouais, OK. Puis, donc, Looney Cuisine sur Facebook. Puis sinon, j'ai mon livre Looney Cuisine, astuces et recettes 100% végétales. Il est disponible dans toutes les librairies depuis septembre, puis il se vend bien, fait qu'on est content. Félicitations! Déjà, tu as réimprimé le livre? Oui, on est parti en réimpression après 1 mois, fait que ça, c'est vraiment cool. C'est un tour de force. Oui, puis il est encore dans les palmarès après 2 mois, donc ça, c'est vraiment chouette aussi, surtout au Québec. Là, c'est un marché qui est assez... c'est un petit marché, là, dans le fond. Là. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de livres de cuisine. Ouais, alors que tu te démarques, c'est bon. Là. C'est vraiment le fun. Puis sinon, à Télé-Québec, les mardis à 19h30. Ou sur le site de Télé-Québec. Ce qui est génial de Télé-Québec, vous avez accès à tout le matériel. Toutes les vidéos sont disponibles là. Puis aussi, je suis à la radio, bien entendu, avec Stéphane Bureau. J'ai été là tout l'été. Puis on va être là dans le temps des fêtes aussi, 2019. Je vais être là pendant 3 semaines aussi. Fait que ça, c'est vraiment une super belle plateforme aussi. Mais sinon, dans mes médias sociaux, c'est la meilleure façon de me suivre parce que c'est là que je relaye toute l'information. Puis j'ai mon site web looneycuisine.com. Pour le moment, il y a juste la recette du tofu magique dessus, qui est ma recette fétiche. Mais je vais l'alimenter, entre autres, pour le temps des fêtes, donner des idées aux gens sur comment passer un temps des fêtes agréable et dans l'harmonie avec la famille qui mange de la dinde aussi. Super. Merci beaucoup d'être ma première et sûrement la seule invitée avec du contenu. On va revenir les semaines suivantes avec des humoristes qui nous content des anecdotes sexuelles. N'ayez pas peur, gang. Ça va, on va... Change pas, moi. On va rééquilibrer tout ça. Change pas. On va continuer à être vulgaire et extrêmement déplacé. Merci beaucoup. Thomas. Merci. Yeah.